à toutes et à tous. Bonjour à tous. Merci de votre présence pour ce webinaire consacré à un sujet encore trop souvent discret, mais pourtant majeur pour les organisations, les salariés aidants. Aujourd'hui, près d'un salarié sur cinq accompagne un proche en perte d'autonomie, malade ou en situation de handicap. Cette réalité, souvent invisible dans l'entreprise, a des impacts concrets sur l'équipe personnelle, la qualité de vie au travail, l'engagement professionnel. L'enjeu de ce webinaire est double. Mieux comprendre ce que vivent les salariés aidants au quotidien et interroger la place que l'entreprise peut et doit prendre. Non pas uniquement sous l'angle de la contrainte, mais aussi comme une opportunité de développer des pratiques managériales plus humaines, plus justes et plus efficaces. Pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons le plaisir d'accueillir Elodie Onexaviec, consultante en développement personnel et accompagnatrice des salariés aidants qui partagera son expertise et des pistes concrètes d'action. À l'issue de son intervention, nous prendrons un temps d'échange avec une session de questions-réponses. Elodie, je vous laisse la main. Très bien, Je, bah, merci beaucoup. je retire mon partage, merci. Merci beaucoup. Hop là. Alors, hop, donc je vais moi-même partager. Hop. Alors, bonjour à tous. Alors, c'est un tout petit peu challengeant parce que je ne vous vois pas. Alors, du coup, j'ai Daya qui va me dire si on voit bien les slides. Est-ce que c'est bon? Là. Parfait. Oh, super! Super, bah, merci beaucoup Daya pour votre assistance en tout cas. Merci encore pour votre présence à ce webinaire qui est vraiment très très important. C'est un sujet encore trop méconnu mais qui commence à prendre de l'ampleur et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour en partager davantage. Alors voilà, donc le sujet du webinaire d'aujourd'hui, ça sera en effet, comme l'a dit Daya, sur les salariés aidants, donc qui est un enjeu humain et stratégique pour l'entreprise. Alors moi, je m'appelle Elodie Onexelieng. Je suis donc formatrice auprès du CNFCE et consultante sur tous les sujets RH, soft skills et j'ai une expertise donc dans le handicap, les aidants, les salariés aidants et l'autisme. Alors moi je suis une maman aidante de ma fille de 18 ans, j'ai deux enfants, une fille de 18 ans et une de 8 ans et ma plus grande est autiste avec déficience intellectuelle pardon, sévère associée. Et donc, je suis une aidante et je le serai toute ma vie parce que ma fille est handicapée à plus de 80% et donc, elle aura besoin que je l'accompagne donc toute ma vie et une bonne partie de la sienne. Voilà pourquoi ce sujet me tient vraiment à cœur. J'ai été salariée aidante 10 ans et juste avant la crise du Covid, donc juste avant le télétravail, et ça a été extrêmement, extrêmement challengeant. Je vais vous faire part de mon expérience pour vous donner un petit peu de sens et voilà, vous parler un petit peu hop là, pardonnez-moi, des enjeux. En fait, on va comprendre, essayer de comprendre aujourd'hui les problématiques des salariés aidants, hein, c'est-à-dire qui vivent, qui sont proches aidants et qui ont une activité professionnelle donc associée, et identifier les impacts dans leur vie professionnelle, comment également les organisations peuvent les accompagner en ce sens. Et on va découvrir quelques pistes, quelques actions concrètes pour les organisations, les directions et les RH. Alors, donc avant de commencer, on va déjà définir ce que c'est qu'un proche aidant avant de savoir ce que c'est qu'un salarié aidant. Alors, un proche aidant, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une personne qui vient en aide à titre non professionnel, donc à une personne dépendante de son entourage, donc famille, époux, mari, parents, grands-parents, pour les activités de la vie quotidienne. Donc, ce sont des personnes qui viennent aider de façon quotidienne et pratiquement tous les jours un proche, donc en perte d'autonomie et de plus en plus dépendant. Alors, on estime aujourd'hui qu'on est entre 8 millions et 11 millions de proches aidants en France. Sachez que ce chiffre est faussé parce que beaucoup de personnes s'ignorent être aidants. Donc ça, c'est un chiffre de déclaration déclaratif. Donc ce chiffre est faussé. Sachez-le, on est beaucoup plus. Donc on estime voilà, entre 8 et 11 millions d'aidants en France. Alors, plus précisément,
un aidant, alors 35% des aidants vont accompagner un de leurs parents ou plusieurs de leurs parents. 24% sont des aidants de leur conjoint, époux, épouse, et 19% sont aidants d'un enfant ou de plusieurs enfants. Donc moi, je suis en effet dans les 19%. Alors, donc aidant déjà, c'est quoi aider? Aider quelqu'un, c'est quoi? On va le voir ensemble. Alors, aider quelqu'un, donc c'est apporter une assistance, parce que pour moi, le terme aidant, je trouve, est un peu galvaudé, je pense, c'est juste mon avis. Mais on apporte plus que de l'aide, on est un réel pilier, on a une réelle assistance dans tous les besoins primaires. Donc, c'est-à-dire, ça va être se lever, se coucher, la toilette, les repas, donner à manger. Ça va être du soutien, ce que j'appelle du quotidien, donc le ménage, les divers déplacements, les soins, le soutien administratif également, donc tout ce qui est démarche administrative, et rendez-vous médicaux. Alors ça, on va le voir, c'est un sacré sujet parce que les rendez-vous médicaux, sachez que tous les rendez-vous médicaux, j'ai cherché pour vous, sont tous en plein milieu de la journée, entre 9 h et 18 h, et très peu le soir. Donc du coup, il faut être disponible en journée, et le week-end, enfin là, ils sont déjà tous pris. Donc voilà, j'ai cherché pour vous, tous les rendez-vous sont en pleine journée, donc en pleine vie professionnelle. Donc, on est aussi un soutien moral et émotionnel. On est là pour écouter, on a une présence, on rassure énormément et on anticipe les besoins, on anticipe les urgences, et on apporte un soutien humain à notre aidé. Et bien sûr, tout ça est une charge mentale constante et qui augmente, qui se pérenne tout le temps. Et pourquoi? Parce que en fait, être aidant, c'est être urgentiste. C'est du 24-24. C'est anticiper les besoins, anticiper les urgences, même si ça se s'anticipe jamais les urgences. Mais voilà, prévoir, organiser et décider. Et décider dans des situations, des problèmes extrêmement complexes, tout le temps. Les décisions ne sont jamais faciles à prendre. C'est dans l'intérêt de l'aider et dans notre intérêt à nous de nous préserver. C'est très compliqué. Donc c'est tout un écosystème complexe où il faut anticiper, organiser et décider rapidement et dans l'intérêt de chacun et de son aidé en général en priorité. Alors, donc, être aidant, on le devient. C'est de l'acquis, on apprend à l'être et en fait, on le devient parce qu'on n'a pas le choix. On le devient. Alors, le rôle d'aidant, c'est pas toujours un choix parce que on le fait par loyauté familiale. C'est ma mère, c'est mon père. Je peux pas le laisser comme ça, c'est pas possible. Par amour, parce que sachez qu'un aidant est avant tout un aimant. Il aime la personne qui l'accompagne. Donc, du coup, il le fera passer en priorité. Et ça peut, justement, cet attachement affectif peut biaiser aussi notre rôle. Donc du coup, on va être en aimant et on va pas se mettre en position de prise de recul. Oui, mais je suis aussi un statut d'aidant, d'assistant. Voilà, il y a deux rôles qu'il faut bien distinguer. Le rôle de la famille, l'affect, celui qu'on aime, mais il y a aussi le rôle d'aidant. On a un rôle d'aidant, de soutien. Et c'est ce rôle-là qu'il faut reconnaître. Vous avez un rôle, au-delà de l'amour, vous avez ce rôle d'accompagner et c'est épuisant. Et bien sûr, très souvent, l'absence d'alternative, parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Je rencontre des personnes, des fratries en fait, où la sœur vraiment est la seule à s'occuper de sa mère et de son père parfois, parce que la fratrie est un petit peu éclatée dans les quatre coins de la France et voilà, on n'a pas d'autre alternative et on s'en occupe. Alors, c'est un rôle qu'on acquiert et qui nous tombe dessus. Moi, ça m'est tombé dessus, clairement. Ça m'est tombé dessus. Parfois, on s'y prépare parce que la logique des choses fait que peut-être un jour, on devra s'occuper de nos parents ou de nos grands-parents. Donc, on s'y prépare quelque part. Voilà, un jour, il y aura un déficit dans la limitation, dans les déplacements, tout ça. Donc, on s'y prépare à la vieillesse. Mais en tant que parent ou en tant que conjoint, on ne peut pas s'y préparer, c'est très compliqué. Donc, ça nous tombe dessus, très souvent. Soit ça nous tombe dessus, soit on s'y prépare, même si on n'est jamais vraiment préparé à ça. Alors, aider, c'est pas rendre service ponctuellement, c'est pas je vais aller te chercher le pain, c'est pas je vais te garder aujourd'hui de 17 h à 18 h. C'est assumer un rôle essentiel, durable et très exigeant. Il peut être temporaire, parce que voilà, une maladie chronique, un problème de voilà de dépendance voilà temporaire.
Indéfini, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter ou définitif. Moi, je sais pertinemment que je serai aidante avec mon mari toute ma vie. Voilà. Et bien sûr, le fardeau, entre guillemets, je passerai la flamme à ma fille, donc mon autre fille qui a 8 ans, qui ne le sait pas encore, mais qui sera aidante elle aussi plus tard de sa grande sœur. Voilà, mais on ne lui met aucune pression, bien sûr, par rapport à ça. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout ce petit monde que je vous ai décrit, on est 61% en activité professionnelle. Donc, 61% en activité professionnelle, donc encore une fois, j'insiste, c'est un chiffre qui est faussé parce que beaucoup de personnes ne se connaissent pas aidants et ne se déclarent pas. Donc, c'est du déclaratif, encore une fois, ce sont des études, des sources, mais ce chiffre est faussé, sachez-le. Un actif sur 5 est proche aidant, donc aujourd'hui. On estime un actif sur 4 en 2030 qui sera donc aidant. Et j'aimerais vous poser la question, si vous pouvez répondre dans le chat, d'après vous, pourquoi ce chiffre va être en constante évolution et en 2040 va encore augmenter, encore. Je ne sais pas si on peut, d'après vous, pourquoi le nombre d'aidants va augmenter et le nombre d'actifs accessoirement aidants va augmenter. Alors, j'ai pas la vision sur le chat. Alors, attendez, si. Alors normalement, Elodie, il est en bas. Alors, Questions et réponses, vous pouvez le trouver là-dessus. question-réponse, plus, je vais mettre dans plus. Ah, QR. Voilà, parfait. Ah voilà, les points noms. Alors, vieillissement de la population, absolument. Bravo. Allongement de vie. Donc, vieillissement qui perdure, qui continue. Allongement de la vie, vieillissement de la population, amélioration des soins, allongement de la durée de vie, exactement. Et donc, en intensité de limitation, si je peux me permettre ce terme-là. Alors, on parle en effet de handicap visible ou non. Tout à fait, Sandra, exactement. Amélioration des soins, allongement. Absolument, tout à fait. Alors, il y a déjà, en effet, cette première chose qui est, en effet, donc l'allongement de la vieillesse. Dans cette vieillesse de population, on est dans une culture de vieillir chez soi. Et ça, je le comprends, je l'entends, et c'est tout à fait louable. C'est-à-dire que cette culture française de vieillir chez soi, elle est liée aussi à son environnement, qui fait que les institutions sont coûteuses et on n'a plus du tout confiance. Voilà, on n'est pas censé savoir tous les scandales qu'il y a pu avoir, et même au-delà de ces scandales-là, il génère, il perdure un sentiment de manque de confiance par rapport à l'institution. Et c'est normal. Moi, quand je confiais ma fille à des institutions de babysitter, je me suis dit, mais personne, enfin, on a peur de comment on va s'occuper de notre enfant ou de notre proche. Donc, il y a cette culture de vieillir chez soi, ce manque de confiance par rapport aux institutions. Et bien sûr que c'est extrêmement coûteux aussi, c'est extrêmement coûteux. Et en fait, les aidants poussent jusqu'à qu'ils ne peuvent plus pour les placer en institution. Et là, c'est très compliqué pour eux. Mais aussi, alors la population vieillissante, oui, bien sûr. J'ai vu aussi les handicaps invisibles, mais les maladies invalidantes aussi. Les maladies chroniques augmente de plus en plus. Donc, derrière des malades et derrière des personnes vieillissantes, il y a un accompagnant. Donc, du coup, les maladies chroniques augmentent et aussi, bien sûr, le handicap est de plus en plus reconnu, il est mieux reconnu, mieux diagnostiqué. Et donc, pareil, derrière un handicap, il y a un accompagnant derrière. Et donc, du coup, d'après les sources MDPH, il y a 25% chaque année de demandes de droits qui s'ouvrent qui augmente de 25% chaque année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a 100 demandes de dossiers d'ouverture de droit par jour à la MDPH. C'est énorme, c'est colossal. Et derrière tout ça, il y a des accompagnants. Et derrière ces accompagnants, il y a des personnes qui travaillent. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un accompagnant, c'est un assistant. C'est être présent 24 heures sur 24, de 7 heures à 21 heures le soir. Alors, donc voilà pourquoi ce chiffre va augmenter de façon considérable, il va se pérenniser, et pourquoi aujourd'hui c'est un enjeu stratégique et humain pour les entreprises. Alors, ce que rencontrent les... Alors, pardonnez-moi, parce que là, j'arrive pas à... Je vais fermer le QR parce que... Hop. Euh, Voilà. Donc, les problématiques des salariés dans la... Attendez, je vais voir si je peux pas remettre le QR.
c'est pas grave, je verrai ça tout à l'heure. D'ailleurs, si jamais il y a des questions, parce que je n'arrive pas trop à jongler avec les QR et les slides. Oui, Alors, de toute façon, on aura un temps d'échange oui, 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 à tout la à fait, fin. on pourra le voir Voilà, après. exactement. Donc la problématique des salariés aidants, donc les personnes qui aident et qui travaillent en même temps. Donc c'est une double vie, une double responsabilité. Donc moi je l'ai eu donc pendant 10 ans. Ce sont des salariés qui travaillent tout en étant un proche et une double responsabilité qui est encore invisible. Donc 2 tiers des entreprises aujourd'hui ignorent l'existence des aidants. Alors c'est un chiffre assez important. On change. On prend le sujet, ça avance, mais il y a encore 2 tiers des entreprises qui ignorent l'existence vraiment du rôle d'aidant. Alors, donc, les peurs et les défis émotionnels, c'est comme ça que j'ai appelé, que peuvent vivre les aidants justement en lien avec la vie professionnelle. Donc, ça va être l'impact sur la carrière. Forcément. Ça va être un dommage collatéral, mais vraiment, en fait, si vous voulez, la première chose, moi en tout cas, que j'ai ressenti quand j'ai vu que mon rôle d'aidant commençait à s'intensifier, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des rendez-vous, donc comme je vous l'ai dit, en pleine journée, tout le temps. À un moment, vous pensez des congés, il n'y a plus de congés, il n'y a plus rien. Donc voilà, il y a de l'absentéisme. Clairement, il y a de l'absentéisme, il y a des retards, parce que un transporteur qui arrive pas à l'heure, par exemple pour ma fille, ou je pense aux enfants qui aident leurs parents, une maman qui chute, voilà, et ça crée des retards. Donc l'impact, le premier, ça va être de perdre son emploi. Clairement, et tout de suite. Donc, c'est aussi le fait, si c'est pas de perdre son emploi, ça va être de freiner son évolution professionnelle, parce que c'est vrai qu'encore, j'entends encore beaucoup, voilà, de personnes qui ont peur d'être stigmatisées. Voilà, donc elle est fragile, elle est aidante, bon, elle s'occupe de sa mère, de son époux, de sa fille. On va y aller mollo, hein, elle est vulnérable en ce moment, donc voilà, on va y aller. Mais non, en fait, c'est pas du tout ce qu'on veut justement. On va être considéré à part entière, affilié au groupe de travail, comme on le peut. Donc les peurs, c'est le frein justement dans l'évolution professionnelle, être écarté des projets ou des promotions. Ça c'est un réel sujet lié aux absences, lié enfin, au manque d'engagement, donc et être perçu comme moins engagé. Alors, le regard des autres, être jugé ou stigmatisé, être vu comme peu fiable ou souvent absent. Peu fiable, on ne peut pas compter sur elle parce que bon, déjà la réunion de 10 heures, on ne sait pas trop si elle y sera, parce que bon, la semaine dernière, elle était déjà en retard, j'ai cru comprendre qu'elle avait quelques problèmes, enfin voilà. Ne pas être compris par le manager ou par l'équipe et devoir se justifier en permanence. Parce que si vous voulez, quand moi par exemple, quand j'ai eu voilà, les transporteurs, vous êtes donc à partir travailler à 8 heures parce que le chauffeur est là à 8 heures. J'étais attendue à 9 heures à Paris. Vous êtes en bas, vous êtes prêt à partir à déposer l'enfant, et puis non, le transporteur ne vient pas. Il vient pas parce qu'il est malade, il a une vie, le pauvre aussi, il a le droit d'être malade, et donc du coup, j'ai pas de transporteur pendant 3 jours. Donc je remonte avec ma fille, et voilà, et j'envoie un texto à ma chef en disant voilà, je pourrais pas être là aujourd'hui. Et sûrement, je pourrais pas être là pendant 3 jours. Parce que il faut trouver donc un moyen de garde ou quoi, voilà. Donc c'est devoir se justifier en permanence. Moi ça va, j'en parlais, mais il y a des personnes qui n'en parlent pas. J'en connais dans mon entourage proche, très proche, qui n'en parlent pas, voilà, qui ne racontent pas, qui ne veulent pas raconter, voilà, qu'ils accompagnent un enfant vulnérable. Parce que la peur d'être stigmatisé et d'être identitaire. C'est un parent aidant avant d'être un professionnel. Avant d'être un salarié engagé, c'est un parent aidant avant tout. Ça fait partie de son identité. Donc c'est ça, c'est ça la peur, la crainte. Alors, ne pas réussir à tout concilier, pardonnez-moi, et ça arrive hein, bien sûr beaucoup, enfin trop souvent, c'est-à-dire que ne pas réussir à tout concilier, oui, c'est normal, c'est logique, on a 3 vies, la vie de famille pour moi et pour d'autres, vie d'aidant et vie professionnelle. Et ça arrive, ça m'est arrivé, à un moment donné, je ne pouvais plus tout concilier, j'avais tellement de rendez-vous. Elle a été déscolarisée l'après-midi, il fallait que, j'avais pas de moyen de garde, enfin si j'en avais, mais il fallait payer une babysitter, c'était hors de coût financier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû arrêter de travailler. Voilà, à un moment donné, on s'est posé avec mon mari. Ok, qui arrête? Voilà, ok, t'as la stabilité de l'emploi ou autre. Voilà, on a pesé le pour et le contre et j'ai arrêté de travailler. Et donc, du coup, pendant un an. Et voilà pourquoi ça arrive trop souvent de ne pas arriver à concilier en fait ces deux vies. La charge mentale est trop élevée.
on manque de temps pour récupérer, on a un sentiment de culpabilité au travail et à la maison, parce qu'au travail, cette charge mentale, en fait, quand on parle de charge mentale, c'est-à-dire que au travail, on pense à notre aidé, et à la maison, on pense au travail qu'on a accumulé et on pense au désengagement qu'on a. Parce que ça fait souffrir le désengagement professionnel. Quand on aime vraiment ce qu'on fait, quand on est dans une entreprise qu'on aime, enfin, quand on fait un travail qu'on aime, quand on aime travailler, c'est très difficile de se sentir désengagé, vraiment. Et c'est une charge mentale quand on est à la maison. Et bien sûr, cette impression de ne jamais en faire assez, ça, je pense que même voilà, tous les parents, tout le monde qui ont un lien affectif avec quelqu'un auront le sentiment toujours de ne jamais être à la hauteur. Et encore plus pour les aidants parce que les besoins sont décuplés. Et bien sûr, tout ça, ça crée de l'épuisement personnel et professionnel, une fatigue chronique, donc stress permanent, des douleurs, en hypervigilance constamment, le téléphone, la peur de que le téléphone sonne, de toute façon le téléphone sonnera parce qu'il y aura forcément quelque chose. On est constamment en hypervigilance et il y a le risque de burn-out parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de ressources. Et le burn-out existe, il s'appelle le burn-out de l'aidant, c'est qu'à un moment donné, on n'a plus de ressources parce que on n'a plus de ressources, on n'a plus l'énergie de combattre et donc c'est ce qu'on appelle le burn-out de l'aidant. Et bien sûr, tout ça, ça peut créer de la dégradation de la santé physique et mentale. Donc, demander de l'aide, alors sujet épineux, très très épineux de la part de nos chers aidants, de beaucoup, parce que la peur de se dévoiler, la peur des conséquences professionnelles et une méconnaissance aussi des droits et des dispositifs. J'aimerais savoir, est-ce que vous connaissez déjà, si vous pouvez, alors je vais me mettre sur le question-réponse, public DRH et direction si vous êtes là, ou même collaborateur ou autre. Est-ce que vous connaissez les dispositifs qu'il y a dans votre structure sur les aidants? J'attends un petit peu. Est-ce que vous connaissez dans votre entreprise ou légalement ce dont vous avez le droit? Est-ce que vous êtes informé dessus? Alors, alors, je ne sais pas si, hein, je vois pas de réponse. Sandra Vigneault, bien sûr, être aidant et être soi-même en situation de maladie chronique. Oui, oui, il y a des personnes qui sont malades, qui sont en situation de handicap et qui aident eux-mêmes une personne en perte d'autonomie. Absolument, Sandra. Et ça, c'est un sujet, mais on n'aura pas le temps d'en parler. Mais en effet, il y a tout ça. Donc, alors, Élodie, oui. je crois que les réponses, je ne sais pas si vous voyez en suspens répondu. Ah, très Oui, bien, voilà, en d'accord, d'accord, suspens, d'accord. voilà. Ok. Ils sont- Ah, merci. Par la MDPH, je crois. Hilda, très bien. Alors, moi, je ne peux pas me baser sur un je crois. Il faut vraiment, j'encourage vraiment toutes les entreprises à communiquer en effet, sur les dispositifs qu'il peut y avoir. Bien sûr, il y a des aides possibles par la MDPH, en tout cas Hilda, qui a fait des ans, bien sûr, donc qui est justement hors contexte entreprise, une allocation aidant absolument, lui ressources aidant. Alors là, on sort du contexte d'entreprise, très bien. Est-ce que vous savez les droits que vous avez en tant que salarié? Congé proche aidant, temps partiel pour soins, bravo. Des congés miscellanéeux au sein de mon entreprise, parfait, parfait, parfait. Alors en effet, donc on verra ça rapidement tout à l'heure, mais il y a en effet des dispositifs qui existent, hop, qui existent déjà, mais là déjà, voilà, j'ai une température qui est prise. On ne connaît pas trop trop bien ce qui existe vraiment, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même quelques idées. Voilà. Donc voilà pourquoi on n'ose pas demander de l'aide parce que voilà, bah, il y a rien qui existe pour nous de toute façon. Voilà. Et donc du coup, on s'isole, volontaire ou subi, et on se désaffilie du groupe. Tout doucement, se désaffilier du groupe. Et l'affiliation du groupe est un critère, est une théorie de l'engagement. On se désaffilie donc du groupe, donc on commence à devenir désengagé. Hop, pardonnez-moi. Donc la souffrance professionnelle, ce qu'on appelle souffrance professionnelle, c'est vraiment la difficulté à se concentrer, la peur de faire, de faire des erreurs dans son travail, parce qu'on n'est pas du tout concentré, et un désengagement progressif. C'est inévitable parce que il y a des piliers dans l'engagement qui sont l'affiliation au groupe, et comme je vous l'ai dit, on se, on s'isole progressivement du groupe. Euh,
on perd en autonomie et on perd aussi en acquisition de compétences. Donc du coup, parce que on s'investit beaucoup moins. Et ça, ça renforce, ça va enclencher le désengagement. Et bien sûr, le sentiment de ne pas être reconnu par le management. Donc aussi ça, donc dans la reconnaissance, ça va générer encore plus de désengagement. Voilà, donc sentiment de ne plus aller être à la hauteur. Et voilà, on commence à s'isoler. Et d'ailleurs, ce qui est un des signes en fait signaux de l'aidant en fait, c'est l'isolement. L'isolement, on s'isole, on s'isole. C'est plus fort en fait, c'est que on n'ose pas en parler, on se sent incompris, on s'isole, subi ou choisi. Alors donc, dans ce monde professionnel, 63% des salariés ne déclarent pas leur situation à leur employeur. On est sur 60% des salariés qui sont en détresse psychologique et 81% des salariés qui expriment leur manque de temps pour concilier vie pro et celle des aidants. Voilà, donc ça, c'est des petits chiffres. Donc, encore une fois, biaisé parce que on est sur du déclaratif et beaucoup n'en parlent pas. Alors, il y a un constat en entreprise qui est fait, c'est que donc quand j'interviens avec le CNSE sur des formations ou conseils, c'est vrai qu'il y a un constat. Il y a un manque d'informations sur leurs droits et les dispositifs. Il y a déjà un manque de, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux tiers des entreprises qui ne savent pas ce que c'est qu'un aidant. Et d'ailleurs, quand je me présente à chaque fois au tout début, je suis aidante à toutes les formations confondues. Et je leur demande est-ce que vous savez ce que c'est qu'un aidant? Non, pas trop. Voilà. Donc, c'est encore très méconnu. Donc, manque d'informations forcément, de droits et de dispositifs forcément. Et donc, un isolement par crainte d'être stigmatisé. Donc, pareil, on s'isole, des affiliations du groupe. Et on doit faire face à des fatigues psychiques, psychologiques, émotionnelles au travail. Et bien sûr, ça crée un épuisement et des arrêts de travail. Ça, les arrêts de travail, ça commence à devenir les danses, c'est crescendo. Il y a un cycle qui s'appelle, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais il y a un cycle. Et c'est crescendo. Et on s'enfonce, hélas, de plus en plus. Voilà. Et donc, du coup, l'épuisement et l'arrêt de travail est la conséquence primaire de tout cela, en fait. Et moi, en effet, j'ai été arrêtée à plusieurs reprises parce qu'on ne tient plus à un moment donné. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui on parle d'un réel risque organisationnel. C'est un nouveau risque et non pas d'une marginalité. Voilà, ça s'ancre de plus en plus et ça va s'ancrer davantage et ça va encore évoluer davantage. Donc voilà pourquoi aujourd'hui c'est un risque très important organisationnel et un risque psychosocial. L'impact sur les entreprises d'avoir un salarié aidant qui n'est pas accompagné, donc absentéisme, absence répétée, imprévu, ce que je vous disais tout à l'heure, retard, absence, congé, parce que personne ne peut garder, machin, tout ça, des rendez-vous, des soins, des trucs, des bidules, absence. Et présentéisme. Alors oui, vous avez bien lu présentéisme, pourquoi? Parce que clairement, quand on est, admettons, on a la chance d'être plusieurs, d'être soutenu, par exemple, moi dans mon cas, donc on est deux à être aidants. Et bien par exemple, je sais que il y a des fois, souvent j'étais dans la fuite en fait. Donc le présentéisme, c'est-à-dire que j'arrivais au travail à 7h15, 7h15 et je repartais à 18h parce que je voulais fuir. Je ne voulais pas le voir, j'étais dans le déni. Et parfois aussi, je retournais aussi par charge de travail. Donc il y a ces deux contextes-là. La fuite, parce que voilà, je ne veux pas rentrer, j'en peux plus. J'en peux plus, je veux pas. Je vais là, je reste avec un groupe avec qui on parle de choses concrètes. Je, et je veux pas rentrer. Et il y a aussi, bien sûr, aussi mêlé à la surcharge de travail, donc à rattraper le travail qu'on a en retard. Donc voilà pourquoi je parle de présentéisme. Et c'est un réel problème. Donc absence répétée. Alors il y a une présence physique, mais absolument pas psychologique. La performance, ça demande une disponibilité mentale. La qualité de travail demande une disponibilité mentale qu'on n'a pas. Enfin, beaucoup moins, de moins en moins. C'est pour ça qu'il faut accompagner très vite. Et une baisse d'attention et d'efficacité, bien sûr. Et dessus, bien sûr, quand on s'absente, ça surcharge les équipes, ça crée des tensions, des incompréhensions, pour le peu qu'on n'en parle pas. Alors, on diminue la performance, bien sûr, moins de concentration, de productivité, on a du mal à tenir les objectifs, et encore une fois, les désengagements, il prend sa place, il s'installe et il s'ancre. Et bien sûr, un impact sur la performance collective qui est indéniable. Donc, bien sûr, tout ça,
des coûts humains, organisationnels et financiers, le stress, l'épuisement, les risques psychosociaux, organisationnels, désorganisation, réaffectation des tâches, voilà, tension, et financier, bien sûr, arrêt maladie, remplacement et perte de valeur ajoutée. Et bien sûr, le plus, j'ai envie de dire, le plus impactant pour l'entreprise, c'est que vous perdez des talents, vous perdez des talents, vous perdez des potentiels. Beaucoup de personnes partent. J'en ai rencontré plein qui démissionnent, qui demandent des ruptures conventionnelles, mais qui n'ont jamais expliqué, jamais dit pourquoi elles partaient. Jamais, jamais, jamais. Et ce que j'ai voilà, j'ai dit voilà, la société a perdu 3 talents. Quel dommage, quel dommage. Voilà. Donc du coup, départ subi ou départ choisi. Voilà, difficulté à fidéliser les profils clés. Si vous ne les accompagnez pas, vous ne pouvez pas les fidéliser. Et quand je dis si vous les accompagnez pas, il n'y a pas de ton accusateur, pas du tout. C'est juste une méconnaissance en fait, c'est juste une sensibilisation à avoir. Le coût du recrutement et des pertes de compétences et de savoir-faire. Alors comment agir? Comment vous pouvez agir, vous, organisation et DRH? Alors en fait, la première chose, c'est une prise de conscience. Voilà. Donc j'espère que je vous aurai fait cette prise de conscience-là au travers de ce webinaire. Le salarié aidant est une réalité. Il faut rendre ce sujet légitime, il existe, il va encore plus exister. Donc c'est reconnaître, reconnaître et communiquer à ce sujet-là. Donc par de la communication interne, des messages managériaux et surtout sensibiliser toutes les parties prenantes. Il ne faut pas que sensibiliser les managers. C'est comme le handicap. J'interviens également dans le handicap. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas sensibiliser uniquement les managers, c'est tout le monde qu'il faut sensibiliser. Le monde est blindé d'idées reçues, que ce soit dans le handicap, je le vois tout le temps, et les salariés aidants, je n'en parle même pas. Il faut sensibiliser tout le monde pour une meilleure cohésion, pour que en fait, ça devienne une réalité c'est une réalité de vie qu'il faut s'approprier, qu'il faut absorber, et disposer, définir un cadre en fonction de ces nouvelles réalités de vie. Ça, c'est de l'inclusion, selon moi. Voilà, donc sensibiliser toutes les parties prenantes par des conférences, des ateliers, des groupes de parole. Pourquoi pas aussi créer un référent dédié, une permanence. Voilà, il y a plein, plein, plein de choses. Mais voilà, juste sensibiliser et vraiment tout le monde, absolument tout le monde, comme le handicap d'ailleurs. Donc former les managers, donc sensibiliser, donc former les managers à détecter les signaux, à l'écoute, parce que c'est beaucoup, 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 beaucoup d'accompagnement humain, les danses, beaucoup d'accompagnement humain, d'empathie et de confiance. Ayez confiance en l'aidant, ayez confiance. Il fait pas exprès, il n'est pas désengagé, c'est pas parce qu'il est par manque de volonté, c'est qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive plus et que du coup, on est des perfectionnistes, on va être perfectionniste au travail et à la maison. Donc voilà. Donc, il faut développer une posture d'écoute et de confiance et détecter des signaux, justement, les signaux faibles, fatigue, isolement et plein d'autres signes. Et offrir de la flexibilité organisationnelle, outre l'accompagnement humain qui est incontournable, essentiel, dont bien sûr on passe par des horaires aménagés, du télétravail adapté, du temps partiel choisi et réversible. C'est-à-dire que si la personne prend un temps partiel, rassurez-le, tu reviendras quand tu voudras et on t'attendra et voilà, et tu reviendras à ton plein dès que tu pourras et on t'attendra. Voilà, donc considérer justement le salarié en tant que salarié et porteur de compétences et de savoir, avant de l'identité du salarié aidant. On t'attendra avec tes compétences et avec les projets. Donc mettre en place des dispositifs donc concrets, alors qui existent déjà au travers de la loi, congés spécifiques, don de jours de repos et accès à un référent RH dédié. Pour moi, c'est vrai que c'est ce que je préconise souvent, c'est pourquoi pas avec le référent handicap qui est obligatoire à partir de 250 salariés, et ben mettre dessus justement le référent aidant. Voilà, c'est ce que je préconise souvent quand on forme dans ce domaine-là avec le CNFCE, justement. Voilà, pourquoi pas. Je fais une petite aparté sur les aidants pour les référents handicap et je leur dis pourquoi pas accompagner ça aussi également. Et voilà, et des temps de permanence dédiés. Voilà, pourquoi pas créer voilà, quelqu'un de dédié et puis avoir 10 minutes, non, peut-être pas, pardonnez-moi, une demi-journée, une journée, voilà, à disposition dans un bureau confiné. Voilà, donc quelques repères légaux, congé de proche aidant, voilà, jusqu'à 3 mois renouvelés. Voilà, donc ça, c'est vraiment la loi. Voilà, c'est la loi, c'est une modalité, j'ai envie de dire, et c'est le minimum. Alors, moi, je sais qu'à l'époque, conventionnellement, j'avais plus de jours, mais bon, 3 jours, enfin,
Qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 jours? C'est déjà ça, hein, mais 3 jours, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc voilà, donc on a jusqu'à 3 mois de congé de solidarité familiale, qui est le congé pour accompagner un parent en fin de vie, qui est jusqu'à 3 mois et renouvelable. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle de l'accessibilité. On a une loi, on a une conformité, on y répond. On y répond. Voilà. Ça, c'est de l'accessibilité. Il faut aller au-delà de l'accessibilité. Il faut aller à l'inclusion. L'accessibilité va répondre à une situation, à une contrainte, à une conformité à un instant T. L'inclusion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle va vraiment anticiper, elle va prendre conscience, elle va absorber les réalités de vie qui sont là, qui sont ancrées, qui vont perdurer encore une fois, et va adapter son cadre en entreprise et revoir sa logique de travail. C'est ça l'inclusion. C'est que maintenant, voilà, on s'engage, on prend conscience et on réadapte notre cadre justement à ces nouvelles, à ces réalités de vie et à ces risques. Donc sachez aussi que vous avez des pépites, des mines de compétences dans les aidants. C'est-à-dire que l'expérience d'aidant développe des compétences clés transverses pour l'entreprise et qui ne sont pas reconnues, qui sont pourtant stratégiques. En fait, l'aidant va développer, acquérir des compétences. Et ça, s'il vous plaît, mes collaborateurs, si vous êtes là en tant qu'aidant, regardez ce tableau, s'il vous plaît. Et regardez, je suis convaincue que vous avez acquis toutes ces compétences, organisation, priorisation, gestion du stress, de l'urgence, adaptabilité, résilience, hein, s'adapter tout le temps, trouver des solutions, gérer des problèmes complexes, innover, voilà. Donc là, je vous ai mis un petit peu, voilà, les compétences développées chez les aidants, l'empathie, la qualité relationnelle, la prise de décision rapide en fonction de plusieurs facteurs, d'un environnement complexe, un écosystème très compliqué, des prises de décision, la résilience, la persévérance et de l'endurance, et l'adaptabilité plus, plus, plus. Et ces compétences développées chez les aidants, j'espère que vous me voyez venir, ce sont les compétences les plus recherchées par les recruteurs aujourd'hui. Et voilà, et c'est pour ça qu'en fait, ça aussi, ça fait vraiment partie un peu de mon combat aussi, et c'est pour ça que je l'ai mis dans les formations avec le CNFCE, c'est comment détecter. Alors, il ne s'agit pas de détecter, oui, bien sûr, de détecter la compétence de l'aidant, mais de le reconnaître dans son rôle. C'est-à-dire que dans ce rôle, il a acquis des compétences qu'il va mettre au service de l'entreprise. C'est-à-dire que vous allez avoir un échange avec lui pour évaluer ses compétences qu'il a acquis et ça va considérer son rôle. Et ça, en termes d'affiliation de groupe, d'autonomie et de compétences, vous allez le réengager, mais à vitesse grand V. Vous allez considérer ses compétences, les évaluer et montrer que ce qu'il a acquis, c'est une force et ça sera une force pour l'entreprise. Et on compte sur lui pour qu'il les mette, on les capitalise, on les valorise, l'entreprise en fait. Ta force sera nos forces et ça c'est super. Voilà. Donc voilà un peu les compétences les plus recherchées de l'entreprise. Donc s'il vous plaît, peut-être en première action inclusive, pourquoi pas. Voilà, déjà prise de conscience. Voilà, dites-vous, le sujet existe. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous le savez. Voilà, mais communiquer en interne, planter une graine. Voilà, on sait, on connaît. On sait, on connaît le salarié aidant, on est au fait. Maintenant, voilà, faire une communication. Et en plus de ça, on va essayer de vous accompagner. Mais on a une prise de conscience, on les sait. On vous sait, vous êtes là. Et ensuite, bien sûr, vous allez valoriser déjà, vous avez déjà les compétences de demain avec vous. Elles sont déjà là, sauf qu'elles ne sont pas encore reconnues déjà par les salariés en eux-mêmes. Donc il y a tout un travail justement d'accompagner en tant que RH à évaluer, à faire renaître, à faire ressortir les compétences enfouies. Donc il y a tout un travail par rapport à ça. Voilà, donc et valoriser ses forces, donc mettre des mots sur les compétences qu'il a eues, les reconnaître dans les échanges professionnels, notamment dans les entretiens de parcours professionnel. Ça, c'est très important aussi. Les entretiens annuels aussi. Et mobiliser ses compétences dans l'émission et de nouveaux projets. Vous vous rendez compte, vous capitalisez sur les compétences acquises dans des missions, dans des projets. Comment voulez-vous qu'ils ne qu'ils ne se sentent pas considérés et qu'ils soient désengagés avec ça? C'est super. Donc voilà, et les intégrer en fait dans les parcours. Voilà.
Euh, donc vos compétences de demain sont déjà là, elles sont juste simplement invisibles. Mais je sais, je compte sur vous maintenant, vous allez les rendre visibles et aider justement les salariés à reconnaître, à faire émerger ces compétences. Donc voilà, il y a toute une technique justement par rapport à ça. Donc bénéfice pour l'entreprise d'accompagner les salariés, organisationnel, moins d'absentéisme, réduction de turnover, sur des talents, meilleure continuité de l'activité, un engagement plus durable. Voilà, j'ai essayé de le démontrer que du coup, l'engagement revient tout de suite. Affiliation au groupe, compétences, justice organisationnelle, équité. Boum, l'engagement renaît et revit. Et donc un engagement plus durable et une performance plus humaine et beaucoup plus solide, beaucoup plus glue, beaucoup plus équipe, beaucoup plus cohésion. Voilà, et donc bénéfices humains et sociaux, diminution des risques psychosociaux, bien sûr, sentiment de reconnaissance et de justice organisationnelle, et engagement dans l'activité, dans la diversité, dans l'inclusion. Voilà, donc des managers aussi de moins en moins en tension et moins démunis. Former les managers, c'est leur apporter un cadre pour agir. Moins de bricolage, oh bah, on va te mettre un peu de télétravail, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, c'est du bricolage en fait. Voilà, une relation de confiance renforcée. Voilà, il faut qu'il ait confiance en vous et ayez confiance en lui. Voilà, en l'aidant. Et une posture managériale plus sereine et beaucoup plus juste. Voilà, et vous allez innover socialement. C'est un sujet qui est encore méconnu, mais vous allez innover, vous allez prendre en compte des réalités de vie du travail, vous allez mettre en place des nouvelles formes d'organisation beaucoup plus flexibles, des logiques de prévention plutôt que de réparation, plutôt que de réaction. Et vous allez tendre vers un management plus humain et orienté diversité. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui est super en marque employeur? Voilà, c'est une image forte, c'est une marque employeur forte. Aujourd'hui, j'interviens pour des masters en RH et tous, je leur demande, c'est quoi ton non négociable demain quand tu rentreras dans une entreprise? Ça sera quoi? Et tous, à 90%, me disent l'inclusion, la diversité, l'égalité des chances. Tous! Ils arrivent, ils sont plus forts que vous, entre guillemets. Ils exigent de la diversité, ils exigent de l'inclusion, ils exigent de la bienveillance. Vous pourrez rien y faire, ils arrivent. Et donc du coup, si vous optez pour cette marque employeur-là, d'inclusion, de diversité et de justice organisationnelle, d'équité, eh bien, vous allez les attirer. Encore faut-il communiquer à ce sujet-là, comme quoi vous êtes une entreprise inclusive dans votre marque employeur. Voilà, donc attraction des talents et bien sûr fidélisation des talents. Voilà, et une attractivité accrue auprès des nouvelles générations. Et bien sûr, cohérence entre valeurs affichées. Encore, il faut y croire, c'est-à-dire avoir des vraies valeurs d'inclusion, de bienveillance. Il faut vraiment les avoir dans les tripes, si je peux me permettre ce terme-là. Et si vous les avez pas, c'est pas grave, on forme, on sensibilise et on apporte du sens. Voilà. Donc une innovation pardon, managériale, parce que vous allez valoriser les compétences issues de l'expérience de vie, ça c'est précieux. Euh, voilà, une vision plus large et plus moderne, et un management plus juste et plus humain, et un alignement avec les enjeux d'inclusion et de diversité qui arrivent. Ils arrivent, et ils seront plus forts que vous. Vraiment, quand je les vois, mais je trouve ça c'est magnifique, c'est super, ça donne de l'espoir. Voilà, alors pour conclure, les salariés aidants ne sont pas une population marginale, plus du tout, ils sont déjà très nombreux et ils seront de plus en plus. Le nombre d'aidants va augmenter, leurs difficultés aussi, et ça ne relève pas d'un manque d'engagement, d'une démotivation liée au travail. Ça relève juste, entre guillemets, d'un décalage ou d'un désalignement entre l'organisation du travail et la réalité de vie. Absorbez les réalités de vie et faites-en dans un nouveau cadre de logique d'entreprise et d'organisation. Donc, si les salariés ne sont pas accompagnés, il y aura du désengagement, de l'épuisement et de la perte de talent indéniablement. Et si l'organisation s'adapte, tout le monde y gagne, les salariés, les managers et l'entreprise. Voilà. Merci infiniment. Merci Elodie. Eh bien, on entre dans la session questions-réponses. Donc, si Alors, vous en oui. avez, eh bien, partagez nous vos interrogations. Alors, je vais arrêter le partage et je vais me mettre sur les QR. Hop. Hop. Alors oui, on arrive également dans le partage. Un aidant peut être également moralement au sein de son entreprise en contact de collaborateurs. Absolument, absolument. Ça peut être aussi, en fait, comment dirais-je, l'aidant aussi. euh,
il peut être comment dirais-je, en relation l'aidant avec des salariés en difficulté. Et c'est vrai qu'une fois, j'avais demandé à une aidante qui était, voilà, qui était stabilisée, si je peux me permettre ce terme, dans son émotion, parce que l'entreprise dans laquelle elle l'accompagnait, donc elle était stabilisée, elle était en sécurité psychologique. Et je lui ai conseillé, je lui ai demandé, pourquoi pas, faire toi-même, voilà, dans ton entreprise, entre midi et deux, tu proposes à ton entreprise, à ton, voilà, comment dirais-je, de faire des webinars gratuits. Voilà, c'est entre midi et deux, toi, ça t'engage, ça te permet de parler d'un sujet qui te touche. Et ça te permet de planter une graine. Elle est un peu, on s'appelle vous savez, les patients, je sais plus comment on appelle ça, les référents patients, je sais plus comment on appelle ça, mais elle était vraiment référente aidante, patient expert, donc aidante expert. Et donc du coup, voilà, et je lui avais dit, donc en effet, l'aidant, du coup, peut devenir référent ensuite et accompagner tous les salariés en difficulté. Alors, Sébastien, ah oui, d'ailleurs, je pense à vous Oui. répondre. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement par rapport à tout cela? Je vous laisse un petit peu. Hop là. D'ailleurs, surtout, dites-moi si j'en vois pas, mais je pense que là, je vois Ah, pour suspendu, l'instant, non. répondu. Voilà, Oui, c'est bon, j'ai j'ai tout. juste. Euh, Bah écoutez, je réponds tant qu'à Très faire bien. à Sébastien, parce que je pense que du coup tout le monde voit la réponse. Donc la question, il me demande donc s'il est possible Oui. d'obtenir le fichier PDF de présentation. Donc non, ce n'est pas le fichier PDF qui vous sera partagé, c'est le webinaire en replay sur notre chaîne YouTube. Euh, donc vous en serez informé hein, quand il sera mis en ligne pour le revoir. Voilà, autant que vous voudrez. Exactement. Exactement. Donc voilà, formez-vous, sensibilisez-vous. C'est extrêmement, extrêmement important. On va attendre encore un petit peu pour voir s'il y a des questions, mais sinon, Bon, on attend jusqu'à 6. oui, alors, oui. Ah, une question. À deux. Ah oui, alors comment gérer le côté aidant et le côté maladie chronique pour soi-même? Alors là, j'ai envie de dire, il y a un double enjeu, hein, c'est-à-dire que déjà à la base, en étant aidant, on s'oublie. C'est quasiment inévitable, hein, ça fait partie justement du cycle de l'aidance. À un moment donné, on s'oublie et on va passer l'autre en priorité. C'est ça qu'il faut faire extrêmement attention. Parce que déjà, vous êtes vulnérable psychologiquement quand vous n'êtes pas en sécurité psychologique. Et si en plus de ça, vous êtes vous-même en maladie chronique, il faut se préserver absolument. Donc, comment gérer le côté aidant? Alors déjà, j'ai envie de vous dire, Sandra, c'est que déjà, l'entreprise, si vous travaillez, ça fait partie d'un pilier. Donc, ce pilier-là, doit, entre guillemets, enfin, j'aime pas trop ce mot-là, mais ils doivent être sensibilisés, être connus, voilà, et de vous accompagner, voilà, en tant qu'aidant, de vous octroyer du temps, de la flexibilité horaire pour gérer votre proche. Et ensuite, pour que vous, déjà, vous puissiez, entre guillemets, récupérer, déjà vous, et récupérer aussi de votre maladie chronique. Enfin, c'est vrai que là, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a des personnes qui sont en situation de handicap ou en maladie invalidante et qui aident leurs parents ou qui aident deux enfants parce que on peut être aidant de deux enfants. J'en ai vu plein, qui est des mamans qui aident deux enfants autistes. Et pareil, on peut aussi être aussi aidé de ses parents et de ses grands-parents. Donc c'est vrai, bien. C'est pour ça que en plus, vigilance encore, c'est que si en plus de ça, on a une maladie chronique, voilà, il faut vraiment se préserver. Et c'est pour ça justement qu'on a créé avec le CNFC une formation, donc Vision 360 organisation, c'est-à-dire que voilà, comment sensibiliser, et aussi salarié aidant, j'ai envie de dire pour lui, avec la gestion du temps, la gestion des émotions, du stress, voilà. Donc, il y en a des. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, vraiment, Sandra, vous concentrer sur vous et davantage, parce que là, il y a quand même un facteur vulnérabilité à prendre en compte. Merci en tout cas, Sandra, pour votre partage. Il y a une autre question de Jean-Paul juste au-dessus. Privilégier son ressenti par rapport à son arrivée. Je ne sais plus si vous y avez répondu ou pas. Privilégier son ressenti par rapport à son arrivisme. Alors est-ce que là, comme ça, je comprends. Est-ce qu'on accompagne plus alors,
ce que je comprends plus, alors attendez, je vais essayer juste de le, comment dirais-je, en entreprise, hein. Alors comment j'interprète? Alors, privilégier en gros peut-être son empathie par rapport à son carriérisme, je pense que c'est plus ça. C'est l'entreprise de demain, c'est l'entreprise, le management humain. Alors moi, je suis passionnée de ça, je lis beaucoup de choses à ce sujet-là. Mais le management humain, c'est la clé. Comme l'entreprise libérée de demain, dans 15 ans, on y sera, je pense, 15-20 ans. L'arrivisme, je pense, l'opportunisme. Alors, si dans ces cas-là, je m'efforcerais de donner du sens à cette personne-là, je m'efforcerais de lui faire comprendre que c'est une réalité qui pourrait lui arriver aussi. Donc, il faut absolument, en effet, c'est pour ça qu'on accompagne les managers à ce sujet, former, sensibiliser à l'empathie, au côté émotionnel et sécurité psychologique, plutôt que... Après, on ne pourra pas empêcher quelqu'un d'être carriériste ou opportuniste, mais si tu veux être opportuniste et carriériste en étant manager, sache que le management humain fait son arrivée, et elle arrive. Et comme je vous le dis, les générations Z arrivent. Et donc, du coup, voilà, c'est ce qu'ils attendent vraiment. Donc, j'ai bien peur que, à terme, le côté carriériste et non plus empathie, du coup, ça en prenne un coup. Aujourd'hui, on tend vraiment vers du management humain inclusif et diversité. J'espère, Jean-Paul, avoir répondu à votre question. Oui, enrichir, oui, sa conscience par l'encadrement, exactement. L'encadrement d'équipe cohésif et pas une robotisation professionnelle. À juste, en effet, ça répond clairement à être accessible et être inclusif. Accessible, on répond à des lois, à des formalités, à des conformités. Inclusif, on l'intègre complètement dans notre politique. Voilà, et dans notre culture surtout. Parce que être inclusif, c'est une culture. Voilà. Mais on a bientôt... Oh, ça fait déjà 1 heure, non? Et oui, Pardon. et oui, enfin 1 heure, oui, dans 5 minutes, quoi. Ouais, 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 voilà, voilà. En tout cas, j'espère vraiment, moi, le but de ce webinaire était vraiment voilà, de planter une graine, de vraiment une prise de conscience. J'espère sincèrement, il y a plusieurs choses, j'espère sincèrement que vous allez sortir du webinaire en disant, voilà, c'est une réalité, il y a une prise de conscience, je vais véhiculer cette prise de conscience. Et dans un second temps, DRH, direction ou collaborateurs, faire passer le message. Les salariés dansés existent et vous en avez dans votre entourage, c'est une certitude. C'est une certitude mathématique. Vous en avez dans votre entourage professionnel. Et donc, du coup, de véhiculer ce message et dans un troisième temps, donc accompagner. Qu'est-ce que vous avez déjà en interne? Quel dispositif vous avez déjà? Répondre au cadre légal, bien sûr, mais être inclusif. Être inclusif et voilà. Et bien sûr, surtout, surtout, ça c'est aussi mon cheval de bataille, capitaliser, valoriser sur toutes les compétences de savoir-être que nos aidants acquièrent avec ce rôle-là et qui n'attendent qu'à justement valoriser et proposer, offrir comme compétences chez vous. Bah, merci beaucoup, Elodie, pour cette De rien. présentation. Merci. Bah, et s'il n'y a pas d'autres questions, bon, on va s'arrêter là. Mhm. Bah, merci infiniment en tout cas. Oui. Bah, merci à tous pour avoir suivi le webinaire.